Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Le président sénégalaise Ousmane Sonko soutient l'AES et Ibrahim Traoré. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo sûrement comme d'habitude dans l'ensemble. Ciao. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Israël, famille, j'espère que vous allez bien. Famille, AES CEDEAO, le Sénégal a commencé une diplomatie forte avec les pays de l'AES. Le Premier ministre Ousmane Sonko a donné une interview. On écoute cette partie et je vous reviens. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui. Parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qu'elle réagit rapidement. Et ceci dit, pour moi, il n'est jamais trop tard. Même dans la configuration actuelle, qu'il y ait l'AES à côté, le reste de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO sont frappés aujourd'hui par le terrorisme. France CFA, les bases militaires étrangères au Sénégal vont fermer les portes d'ici le mois de juillet là, juillet 2025 là. Dans 2 mois là, il n'y aura aucune base encore militaire étrangère au Sénégal. La promesse a été prise, elle est aujourd'hui actée. C'est important. La souveraineté, le franc CFA, c'est important. La CEDEAO. Ousmane Sonko nous explique ici, quand lui et ses camarades du PASTEF étaient traqués par le régime, par les nervis de Macky Sall, la CEDEAO était absente. La CEDEAO, quand il y a un coup d'État, c'est là qu'il se précipite. Mais quand il s'agit de se mettre du côté de l'opposition, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara fait un 4e mandat, l'opposition est criminalisée. Guillaume Soro, 20 ans. Gbagbo Laurent, 20 ans. Tidan Thiam, exclu. Quand c'est comme ça, la CEDEAO ne parle pas. Mais dès l'instant, il y aura un coup d'État, où il y a un coup d'État dans un pays, c'est là que la CEDEAO sort pour brandir des menaces. On appelle ça, les médecins appellent la mort. Ousmane Sonko dénonce ça. On écoute ici l'interview du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Merci. Et je pense que nous devons poser les actes dès lors qu'on nous a dit que nous étions des États indépendants. Cette indépendance, nous l'avons arrachée d'une manière ou d'une autre. Certains ont dû lutter militairement, même j'allais dire physiquement. D'autres ont eu mené des luttes politiques pour aboutir à l'indépendance. Dès lors qu'on a cette indépendance, c'est à nous de donner un contenu à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a fait que durant toutes ces années, nos leaders, en tout cas une bonne partie de nos leaders, ont accepté de continuer de subir les dictats et les ordres venant d'ailleurs? Ça renvoie à nous-mêmes, à nos élites d'abord, mais également peut-être pour une moindre part au peuple qui doit s'intéresser et s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il nous faut beaucoup moins être dans la défensive, mais incarner de manière offensive l'indépendance que nous avons acquise. C'est-à-dire que nous avons acquis en posant des actes très concrets et voir dans quelle mesure ces actes-là seront contredits ou contrecarrés par d'autres. À partir de ce moment, on pourrait revenir sur l'aspect défensif de la souveraineté. Et c'est pourquoi, si je prends l'image du Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit, on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour le dire que nous demandons ce qui retire toutes les troupes du Sénégal. Et cette opération est lancée. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours, une base militaire a été libérée et le processus prendra fin d'ici le mois de juillet et le Sénégal n'aura plus sur son sol de base militaire étrangère. On n'a pas besoin, pour moi ça doit être un acte ordinaire pour un pays, de dire que nous sommes souverains, nous avons une armée nationale, nous avons des forces de défense et de sécurité, nous pensons pouvoir gérer nous-mêmes notre sécurité. Et c'est autant d'actes qui sont posés sur la gestion de nos ressources naturelles. Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique
n'ait pas pu bénéficier de ces ressources naturelles comme l'ont pu d'autres zones du monde, en Asie, dans le Golfe, en Europe, en Amérique. Tout le monde jouit de ces ressources naturelles, sauf l'Afrique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'un discours? Non. On pose les actes. S'il y a des choses à renégocier, on les négocie. Nous sommes ouverts pour le partenariat avec le monde entier, mais qu'il soit juste, équilibré et mutuellement gagnant. Ça, c'est des actes qu'il faut poser et avancer. Et je pense que nous nous inscrivons, nous, dans cette dynamique, et nous souhaitons que ça puisse être le cas de tous les pays africains, parce que le continent doit prendre son destin en main maintenant, et de manière souveraine, de manière assumée, mais en comptant d'abord et essentiellement sur lui-même. Et c'est ce, je n'ose pas de manière péremptoire ou impérative l'élargir à tout le monde, mais je peux, dans le discours et dans les actes qu'on pose, en espérer, inspirer également, comme nous nous inspirons nous-mêmes de ce qui se fait de bien dans d'autres pays africains. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'une des questions en débat actuellement au sein de la jeunesse africaine, c'est la question donc du franc CFA. Alors, quel regard vous portez donc sur le franc CFA? Notre position sur le franc CFA a été très constante. Vous savez, j'ai la chance d'être un homme politique qui a écrit des livres. Et ma pensée est dans ces livres-là. Mais ma pensée est exprimée également à travers des émissions, des meetings. Notre position a été toujours constante. L'effort d'intégration d'une sous-région qui passe par une présence coloniale, quoi qu'on dise. Et nous avons considéré que cette monnaie dépouillée de ces éléments-là redevenait une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains. Il y a des aspects symboliques, c'est l'appellation de la monnaie, même si CFA de 1960 ne signifie plus tellement CFA de 1900. Mais le seul fait qu'on parle encore de CFA pose problème. Ça, c'est un élément. Mais ça, c'est les aspects les moins importants. C'est symbolique. Après, la monnaie est un instrument, comme je l'ai dit, de politique publique. Le débat qu'on se pose, c'est est-ce que cette monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est adaptée à nos options de développement? De la réponse à cette question doit dépendre l'orientation qu'on va prendre. La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies, qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. C'est entre autres un des griefs économiques, il y en a beaucoup d'autres, notamment le manque de flexibilité et beaucoup d'autres aspects. À partir de ce moment, c'est de la réponse qu'on apporte à ces considérations techniques qu'aura à dépendre notre décision d'aller dans tel ou tel autre sens. Et nous avions dit, depuis mes écrits, mon livre de 2018, quand je devais être candidat à l'élection présidentielle, jusqu'au programme du président Bassirou Diomaye de 2024, nous sommes restés constants. Nous sommes dans un ensemble qui présente ses avantages, mais qui a des inconvénients. Nous poserons le débat avec nos partenaires. Pour le dire, nous devons évoluer. Si une solution est trouvée dans ce cadre-là, tant mieux. Il n'y a aucune raison pour que nous sortions de cette monnaie. Mais si ce n'est pas le cas, nous assumerons notre responsabilité. Et nous sommes toujours dans cette logique. Quand nous sommes arrivés, la BCEAO, qui est l'institution commune, nous a présenté les travaux qu'ils ont faits, qui vont exactement dans le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure. Il s'agit maintenant pour les présidents de se retrouver pour valider un certain nombre d'options. Ça, c'est l'aspect politique. Les techniciens ont fait leur travail. Et nous espérons que les présidents vont convoquer, vont statuer, vont nous permettre de faire un pas significatif vers l'appropriation totale et définitive de notre monnaie pour pouvoir avoir un instrument monétaire et une politique monétaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pourquoi nous sommes toujours obligés de nous recentrer sur nos politiques budgétaires avec les tensions que nous vivons.
C'est ça notre position, nous restons constants. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font. Oui, c'est eux qui avaient dit qu'ils sortiraient. Un État se gère de manière responsable. Et nous sommes avant tout des panafricanistes. Tout ce qu'on peut faire pour rester dans la cohésion, nous le ferons. Mais si on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens et que ce n'est pas bon pour nous, le panafricanisme a ses limites également. Ça ne peut pas se faire au détriment des intérêts des États. À partir de ce moment, nous assumerons toutes nos responsabilités par rapport à cette monnaie. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'intégration économique en Afrique de l'Est rencontre actuellement des difficultés. La CEDEAO compte actuellement 12 pays, après donc le retrait des pays de l'AES. Comment est-ce que justement vous avez vécu ou vous vivez en tout cas cette rupture entre la CEDEAO et l'AES? Avec beaucoup de regrets. Il faut dire les choses, ne pas être panafricaniste et souhaiter que les ensembles, les fragiles ensembles que nous avions peiné à rassembler éclatent. Je ne pense pas que les pays de l'AES l'aient fait de gaieté de cœur. Je ne pense pas que le reste de la CEDEAO l'ait accepté de gaieté de cœur. Les rassemblements, c'est d'abord les rassemblements des peuples, avant d'être les rassemblements des dirigeants. Et les peuples continueront à être des peuples de la CEDEAO, quoi qu'on veuille. Ce n'est pas parce que 3 pays sont sortis de la CEDEAO qu'on est dans une rupture totale, opaque, et qu'il n'y ait plus de relations commerciales, de relations économiques, de relations sociales même. Parce que de part et d'autre des frontières, c'est souvent les mêmes populations avec les mêmes ethnies qui vivent. Et notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, il y a des situations politiques qui se présentent à nous. Des erreurs ont été commises. Il faut dire les choses telles quelles. Je n'ai pas commenté la décision. Lors de sa dernière sortie sur la question, le président Diomaye Faye a appelé à respecter la décision des pays de l'AES. C'est une façon de parler. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le respecte, c'est des États souverains qui prennent leurs décisions. Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire aux pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est « il est avec moi ou il est contre moi ». Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. Ce n'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tout ce tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurions jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais malgré tout, les problèmes familiaux se règlent en famille. Des gens ont eu des problèmes beaucoup plus profonds. Des gens se sont
mener des guerres qui sont devenues des guerres mondiales, avec des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont dans les espaces intégrés pour faire face au reste du monde. Et c'est nous, dans ce sens-là, que nous avions dit que notre souhait, c'est que l'espace n'éclate pas. Parce que même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Prenez le cas du Burkina et du Sénégal. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les espaces sont des espaces politiques, des cadres politiques. Mais ce qui va se passer entre les États et les peuples va continuer. Et nous espérons, en respectant les choix des uns et des autres, et j'espère que la CEDEAO va en tirer toutes les conséquences pour que, dans le traitement à la base, je disais tout le temps, on ne peut pas ignorer les causes réelles d'une maladie pour vouloir se pencher sur les symptômes. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CEDEAO en tirera toutes les leçons et surtout aura l'ouverture qu'il faut pour traiter tous les États de manière égale. Il n'y a pas ici de grands ou de petits États, etc. Et peut-être sous ce chapitre, et je ne désespère pas, tôt ou tard, que les retrouvailles se fassent, parce que nous avons un destin commun. Justement, le président Diomaye Faye et son homologue du Togo ont été désignés par la CEDEAO pour mener donc une médiation. Est-ce que vous pensez que les positions sont encore conciliables? Les positions sont toujours conciliables. L'histoire est faite de séparation et de retrouvailles. De séparations quelquefois très douloureuses, qui ont abouti certainement quelquefois à des guerres et tout, et de retrouvailles. C'est maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans, Dieu seul sait. Mais d'abord sur la médiation, je pense que le président Faye a fait ce qu'il a fait de bonne volonté. Beaucoup de gens, même dans l'opinion publique, une certaine opinion publique, pas tout le monde dans les pays frères de l'AES, dès lors que le président Diomaye a été désigné médiateur, ont immédiatement voulu l'associer ou alors lui imputer une responsabilité dans ce qui s'est fait. Je rappelle que tout ça ne nous avait pas trouvé, nous, au pouvoir. Peut-être que ceux qui l'ont désigné médiateur ont considéré qu'ils étaient suffisamment déjà contestés ou indexés pour pouvoir eux-mêmes être les solutions. Et c'est pourquoi ils ont considéré que le Sénégal, qui venait d'accéder au pouvoir avec une certaine vigilité, pouvait peut-être réussir là où ils ont réussi. Mais ce n'est absolument pas un positionnement du Sénégal contre X ou pour Y. Le Sénégal n'est pas dans ces jeux-là. Et il l'a fait avec toute la bonne volonté du monde. Tout le respect dû à tout le monde. Parce que c'est ça l'identité aussi diplomatique du Sénégal. Mais dès lors qu'il a dit qu'il faut respecter la volonté et les choix du pays de l'AES, nous devons tous en tirer des conséquences que peut-être qu'il considère qu'il a fait ce qu'il pouvait. Certainement il a déjà rendu compte à ses pairs de la CEDEAO, mais ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire, comme je dis. Les relations bilatérales vont continuer et certainement le temps nous édifiera sur ce qui sera fait. Mais même si c'est maintenu, je dis que à la limite, ce n'est pas le plus important. Je vous donne un exemple. Si les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, théoriquement, qu'est-ce qui manque? Ils ne sont plus dans le marché commun et ils ne partagent plus un certain nombre d'avantages communs en termes de facilité de circulation, en termes de documents de voyage, etc., etc. Mais fondamentalement, la ZLECAf, que nous avons tous ratifié, offre exactement les mêmes avantages dans l'espace africain, beaucoup plus large. Et ce qui est indexé ici, dans le cas de la CEDEAO, c'est particulièrement la dimension politique de la CEDEAO. La dimension politique.
avant qu'on arrive à la CEDEAO, la première formulation n'avait pas ces aspects politiques-là, où l'ensemble des pays pouvaient s'intéresser sur ce qui se passait politiquement dans un autre pays et y intervenir. Ça, c'était l'aspect marché, l'aspect économique qui était privilégié. Ce qui est contesté aujourd'hui par les pays de l'AES, c'est qu'on ait pu, à un moment donné, mettre en branle la dimension politique de la CEDEAO au point de vouloir mettre des sanctions contre ces pays-là. Je pense que l'évolution naturelle des choses va nous édifier, mais je ne vois pas d'impact important possible dans cette séparation sur le plan de la coopération entre les pays et dans la zone globalement. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'un des arguments qui a été avancé par les pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO, c'est, si on peut le dire, la non-assistance face à la crise sécuritaire, à la lutte contre le terrorisme. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que le Sahel, à votre avis, peut parvenir à juguler cette crise sécuritaire dans le Sahel? Vous me permettez d'abord de réitérer toute ma solidarité avec nos amis et frères du Sahel. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique d'une manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. Et la preuve, je crois qu'ils ont pu être à l'aise dans certains pays il y a quelques années et aujourd'hui ils attaquent ces mêmes pays. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit droit en pensant que dès lors que je suis plus ou moins au chaud, j'échappe à cette menace. Apporter toute ma solidarité à tous les pays du Sahel et tous les pays frappés de ce terrorisme. Je crois que le Nigeria le vit depuis pas mal de temps avec un mouvement interne. Beaucoup d'autres pays, et même de plus en plus des pays comme le Bénin, le Togo, ainsi de suite. Le Sénégal est menacé également par ce phénomène. Peut-être que pour le moment, c'est plus difficile, mais je sais que dans la stratégie de ces groupes, aucun pays ne doit penser être épargné. Féliciter également et rendre hommage au peuple burkinabé pour sa résilience. Parce que ce n'est pas évident de faire face à une menace asymétrique. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en face d'armées conventionnelles pour pouvoir mener une guerre conventionnelle que nos armées classiques connaissaient. Nous sommes face à une menace asymétrique extrêmement difficile qui commande qu'on se réinvente tout le temps en privilégiant d'autres méthodes d'anticipation. Présenter aussi nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues. C'est douloureux. Vies humaines civiles comme militaires, c'est douloureux. Ceci dit, je crois qu'il y avait des initiatives. Elles ont été trop lentes. La réactivité qu'il y a eu par rapport aux crises politiques n'est pas la même quand même que pour faire face à ce fléau. Ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y avait la force d'intervention en attente que la CEDEAO a mis en place avec un certain nombre d'éléments, également des dotations en matériel, des cotisations budgétaires pour pouvoir faire face. Et je crois que cette force en attente est toujours en attente et veut intervenir. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui. Parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qu'elle réagit rapidement.